On va commencer par l'entrée, donc c'est le feuilleté d'asperges foie d'oie poêlé. Donc alors pour faire notre feuilleté, donc simplement vous prenez, soit vous faites de la pâte feuilletée vous-même, ou vous achetez des pâtons, ou comme nous on a fait simplement des feuilles de pâte déjà pré-étalées. Donc là simplement si vous faites ça, vous prenez deux pâtes, d'accord? La première vous la dorez simplement, donc doré c'est simplement les jaunes d'œufs clarifiés, séparés entre le jaune et le blanc. On badigeonne, on superpose la deuxième feuille de même épaisseur. À l'emporte-pièce, on a sorti des petits ronds à la taille que vous voulez. En l'occurrence, pour une entrée, on a fait des petits de à peu près 4 cm de large, à peu près, je dirais, grosso modo. Donc voilà, de diamètre à peu près. Cannelé, ça fait toujours plus joli, d'accord? Ensuite, avec le dos de la cuillère, simplement, on lui a apporté une petite spirale dessus. Ou alors, vous prenez la fourchette si vous préférez. Ou alors, le petit pic, ce que vous avez sous la main, un Tupperware, je crois, ils vendent aussi des petites choses pour faire des jolis piquetages. Et de nouveau, une dorure, simplement jaune d'œuf sur le dessus. Ensuite, une fois fait ça, on l'a posé sur un papier sulfurisé au four à peu près 10 à 15 minutes à 180 degrés pour avoir vraiment une belle coloration. D'accord? À côté de ça, on a pris des asperges vertes ce soir. On aurait pu prendre des asperges blanches aussi, mais c'est plus pour un jeu de couleurs que ça fait un peu plus esthétique, c'est un peu plus joli. Donc là, l'asperge, on a coupé le pied, l'asperge verte est toujours un petit peu plus ferme au bout. Donc j'ai à peu près enlevé 1,5 cm qu'on n'a pas utilisé ce soir. Le premier tiers, on l'a épluché. On l'a coupé en fines rondelles, d'accord? L'autre partie, simplement, les pointes, on les a récupérées comme ceci. Donc les rondelles poêlées, gardées croquant, un petit assaisonnement sel, poivre. On a coupé le feuilleté en deux, on l'a farci avec ça. On referme et on fera chauffer au dernier moment. Les pointes d'asperges, démarrage à eau froide. On peut le faire également à eau chaude, mais moi je les commence à eau froide. Avec un petit peu d'assaisonnement en sel, tout simplement. Grosso modo 10 minutes de cuisson à peu près, on pique pour voir, il faut pas, ça va très vite. Une fois que, à partir du moment que ça bourre, d'accord? On les égoutte, on les mettra joliment sur l'assiette avec notre feuilleté au milieu. Et on a notre foie d'oie poêlé ici, qui est ici. Donc là en l'occurrence, je crois qu'on a déjà utilisé le foie d'oie, on l'avait déjà fait à Noël, je crois. Donc j'utilise souvent du surgelé parce que ça facilite grandement la façon de faire à gérer. Pour celles qui ont déjà réessayé, tout le monde me dit ça, ça facilite vraiment grandement. Donc un foie d'oie poêlé, simplement une poêle sans matière grasse. Sur la recette, j'ai mis apporter du beurre, je crois. C'est pas du tout une nécessité parce que à partir du moment que la poêle est bien chaude, vous posez, la graisse va forcément. Mais le fait qu'il soit surgelé, du coup, la graisse, ça va moins vite. C'est-à-dire, il se vide moins vite de sa graisse et on a une coloration beaucoup plus rapide. Donc, belle coloration recto-verso. On plaque de nouveau. Surgelé, voilà. Là, tac, tac, vraiment une belle coloration. Du coup, ils ne font pas trop. La graisse reste bien au milieu. Une fois que ça c'est fait, simplement un assaisonnement sel poivre sur un côté, assez fortement quand même, parce que c'est quand même assez fade le foie en soi si on n'apporte pas de saveur. Et simplement, on l'entrepose à côté. Ça, pareil, c'est une recette que ce soit le feuilletage, vous pouvez le préparer en amont, vous laissez vous filmer, température ambiante, ça tient quelques jours, c'est pas un problème. Vous pouvez poêler vos asperges, vous les filmer au frigo, ça tient. Les foies, par exemple, vous avez les invités le soir, vous pouvez le faire en début d'après-midi, les faire poêler, vous les remettez au frigo et vous avez juste à les mettre au four, donc c'est très facile. Une fois que les foies sont poêlés, simplement j'ai enlevé la matière grasse, mais j'ai quand même gardé ce qu'il y avait dedans. J'ai incorporé des échalotes que j'ai épluchées, ciselées grosso modo ou hachées, peu importe ce que vous allez faire avec. Je les ai mis dedans, on les fait suer pour récupérer tous les sucres, d'accord? J'ai déglacé à l'aide de Gewürz, le côté un petit peu sucré mais pas trop. On n'est pas du tout sur une recette vraiment avec une sauce hyper sucrée, comme on a l'habitude d'avoir avec du spéculoos ou ce genre de choses. On est quelque chose qui est en harmonie totale avec les asperges un petit peu. Donc on a ce côté sucré sans qu'il soit trop là et qui fait vraiment l'harmonie du plat avec les asperges. L'asperge, voilà, c'est un petit peu comme ça que moi je joue à la cuisine, il faut quand même arriver à rester un petit peu sur le fil conducteur avec l'intitulé du plat. Il ne faut pas aller chercher trop des choses, il faut vraiment que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Et des asperges avec une sauce sucrée, c'est un petit peu compliqué quand même, on va dire. Donc une fois que j'ai mis le Gewürz, je vais laisser réduire un petit peu, d'accord? À côté de ça, simplement, on a fait un volume, un temps pour temps, 1/2 litre de fond brun, c'est-à-dire de l'eau avec du fond brun en conserve. Idéalement, c'est de faire vraiment d'avoir ses eaux et de faire un fond soi-même. Mais bon, ça devient malheureusement de plus en plus rare, voilà. Il faut un temps fou. Après, si une fois vous avez l'occasion de le faire, rien n'empêche de faire un beau volume et de le congeler, hein, ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que les fonds sont plutôt de bonne qualité et ça fonctionne plutôt bien. Donc on fait délier notre fond. Une fois que le Gewürz a réduit de moitié, on fait le mélange. Je rectifie l'assaisonnement en sel poivre. Moi personnellement, je l'ai passé au chinois pour vraiment avoir une sauce lisse. Parce
que j'estime qu'à partir du moment qu'on a un plat un peu noble, avec du foie, ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément judicieux d'avoir les morceaux d'échalote avec, mais ça c'est la convenance de chacun. Il y a des personnes qui aimeront bien avoir une sauce un petit peu à l'ancienne, avec un petit peu de marge dedans, donc ça c'est la convenance de tout à chacun. Mais moi personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir une sauce bien lisse. Donc celle-ci, elle est là, tout simplement, très jolie comme ceci, bien lustrante. Donc là, simplement, le feuilleté, on va le mettre à chauffer. Le foie en même temps, il faut à peu près 4 minutes à 180 degrés, que je vous réexpliquerai encore. Le foie, à un moment donné, il va commencer à crépiter sur le dessus, au niveau du centre, comme un petit volcan. On voit vraiment l'huile qui commence à s'échapper. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut arrêter, parce que d'un seul coup, en l'espace de quelques secondes, il y a toute l'huile qui peut sortir. Du coup, il réduit de moitié quasiment. Donc c'est un petit peu à surveiller. Les asperges seront cuites, la sauce chaude. Donc là, au milieu, le feuilleté. Le foie à côté, les petites asperges en déco et le petit nappage en sauce. Ça va avec. Ça aura une belle entrée pour Pâques également, ça peut bien fonctionner. Est-ce que par rapport à cette entrée, il y a quelque chose qui vous interroge, vous posez des questions? Normalement, il n'y a pas de difficulté. Je crois que j'avais juste oublié les échalotes sur la recette. Voilà, donc ça, c'est bien. Vous avez... Ouais, fleur de sel. Ça, c'est la convenance. Le problème, fleur de sel, moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à mettre un joli tas dessus. Et donc, vaut mieux, il faut y aller avec parcimonie. Il faut vraiment y aller délicatement. Et si vraiment vous n'avez pas le bien dosé, mettez plutôt un sel fin. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Ensuite, on a notre burger. Donc là, en l'occurrence, on a fait notre pain maison aussi. Donc là, pour 6 burgers de belle taille, la recette n'y est pas, je vais vous dire. On avait 450 g de farine, 16 g de levure de boulanger, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de sel, 60 g de sucre. Ouais, pour 6. 450 g de farine, 16 g de levure de boulanger, 60 g de sucre, une cuillerée à sucre de sel, soupe de sel, un œuf entier, tac, et combien j'ai mis de litres attendez, j'ai fait x3, attendez, je dois calculer combien je divise juste, j'avais 300 g de lait. Donc voilà, donc pour faire la recette, simplement mélanger la farine, la levure de boulanger, le sel, le sucre. À côté de ça, vous mettez juste à chauffer délicatement, à tiédir le lait, d'accord? Le fait que le lait soit tiède, ça accentue l'effet sur la levure, voilà, la fermentation, elle va s'accélérer. Donc, simplement, vous faites un puits, vous mélangez les 3 éléments ensemble, vous faites un puits, vous mettez le lait, l'œuf entier, vous mélangez tout pour avoir vraiment une pâte voilà, simplement harmonieuse, bien 5 minutes pour vraiment bien la travailler, bien la malaxer. On met de côté avec un torchon, température ambiante, bien 1 heure, d'accord? Une fois que ça c'est fait, simplement, on a séparé le pâton, on l'a fariné un peu, on l'a retravaillé pour faire une belle boule, d'accord? On l'a séparé, là en l'occurrence en 18, mais vous allez séparer en 6 cette recette. Vous allez voir, des beaux burgers. On a pris un jaune d'œuf avec un petit peu de lait mélangé. Donc on a fait notre boule, on a doré simplement, on a mis des graines de sésame sur le dessus, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on les a remis 1 heure à température ambiante pour qu'ils gonflent à nouveau. D'accord? Et après simplement au four 200 degrés, 15 minutes. Mais là c'est à surveiller vraiment la température, vous voyez. Là ils ont une belle coloration, j'ai coupé. On a vraiment quelque chose de bien joli. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est un mélange entre un pain brioché un petit peu et une pâte à pain. La cuisson 15 minutes 200 degrés. Mais c'est vraiment à surveiller pour avoir vraiment la belle couleur, on va dire, voilà. Farine, tout au début, on va dire tous les ingrédients secs au départ. Sauf l'œuf et le lait, on mélange tout ensemble pour que tout soit bien harmonieux. Le lait, on le fait tiédir. On met l'œuf au centre, on fait un puits et on malaxe vraiment pour... Voilà, tout à fait. Voilà. À côté de ça, on a fait notre steak haché. Donc là, en l'occurrence, on a pris, s'il vous plaît, de la viande de veau.
C'est ce qui change déjà, c'est ce qui fait le rapprochement aussi avec un petit peu notre burger italien un petit peu. Donc on a pris la viande de veau hachée que vous faites hacher chez votre boucher idéalement, on va dire, vous allez moins vous compliquer la vie. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser ça avec hygiène, c'est-à-dire bien se laver les mains, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux malheureusement de travailler la viande hachée, ce genre de choses. Donc à partir du moment qu'on utilise une viande hachée, peu importe laquelle, on utilise des ingrédients propres, des récipients propres et les mains propres. Donc là, on a notre viande hachée, on a mis des poivrons rouges, un poivron jaune et courgettes. Donc là, simplement, on a tout épluché, lavé, coupé en brunoise. Brunoise, c'est des petits cubes, d'accord? On a mélangé ça, j'ai mis du parmesan dedans, sel, poivre. D'accord? Donc là, on avait, je crois, 1,2 kg ou 1,4 kg de viande, il me semble. 1,2 kg de viande. J'ai mis un poivron rouge, un poivron jaune et 2 courgettes. J'ai mis 150 g de parmesan dedans et 3 œufs. D'accord? Sel, poivre. Donc là, on malaxe ça simplement à la main pour avoir vraiment on va dire une farce assez compacte, d'accord? On sépare pareil, même principe, pour avoir les 18 steaks hachés. On les fait poêler vraiment uniformément, recto verso pour avoir une belle coloration et on replaque de nouveau pour terminer au four. J'ai pris ma tranche de pancetta ici que vous pouvez voir. Simplement, j'ai mis au four quelques temps, juste 1 minute ou 2 pour que vraiment la graisse s'évapore. Je ne veux pas un chips dur parce que ça ne sera pas bon dans le burger, mais juste pour que ça fasse l'effet cuit un peu comme ceci. Voilà, donc là, j'ai le burger, donc la viande en dessous qui est déjà saisie, la pancetta qui est passée au four. J'ai mis une tranche de mozzarella bufala, d'accord, et un petit peu de parmesan sur le dessus, d'accord. Et oui, j'avais un excédent d'échalotes aussi. Ça, c'est pas le sur la recette, mais c'est toujours en plus aussi. Donc, on l'a ciselé et je l'ai fait revenir dans la matière grasse des steaks, au fait. Et on l'a mis également un petit peu dessus, d'accord? Ça, à 180 degrés, quelques minutes, et au four, d'accord? Ça, c'est bon. Oui. Le basilic, il est dans le pesto aussi. Hein. Donc là, je vais l'utiliser encore une fois. Il n'est pas encore dedans. Donc, zou. J'ai les tomates ici. J'avais des tomates également, tomates classiques, tomates rondes, lavées. On a enlevé le pédoncule, on a coupé en 4, on a enlevé tout ce qui est pépins, d'accord? Je les ai fait revenir à la poêle rapidement ou à la casserole. Une goutte d'huile d'olive, un peu d'ail dedans et des échalotes. Fait tomber rapidement, vraiment rapide, mixé au mixeur plongeant et on a notre purée de tomates pour donner on va dire un côté Pepsi, un peu côté un petit peu gourmand au burger, donc un peu pour remplacer le ketchup pour autrement dit. La roquette ici, on l'a lavée, on laisse un petit peu, ça c'est vous donner un petit peu de verdure. Et ici on a notre pesto, donc là on a pris la roquette également, mais j'ai oublié de mettre le basilic, effectivement on me l'a bien rappelé, donc je vais le refaire après. Donc simplement le pesto, c'est un peu comme ce qu'on avait fait la fois dernière, c'est un peu le même principe. J'ai pris là en l'occurrence un mélange de roquette et mâche, d'accord. J'ai encore une fois le mixé avec un peu de basilic pour apporter le goût du basilic. De l'ail, sel, poivre, huile d'olive, bien mixé pour avoir quelque chose de bien copieux. Donc là pareil, dans le burger, dans le pain burger, on mettra une cuillerée de pesto. Ça va lui apporter du goût et un rappel un peu italien, goût italien. Zouk, le pain gelé, ça on a. Donc là, en gros, tout à l'heure je vais sortir le pain, on va le couper en deux. D'accord, on va mettre les sauces dessus, on va tout faire chauffer en même temps. On va faire le montage et puis il n'y aura plus qu'à déguster. On a un beau burger maison. Par rapport à ça, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment de me les poser pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi. Parce que je crois que tu n'as pas réussi à suivre. Oui, ça c'est au début. Donc l'occurrence, voilà. Il faut trouver l'harmonie entre la quantité de légumes et la viande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de légumes que de viande, on va dire. Idéalement, c'est 2 tiers de viande, 1 tiers de légumes, grosso modo. On a également pris des tomates cerises, jaunes et rouges. Après, souvent, quand on les met à cru comme ceci dedans, moi personnellement, j'aime bien quand c'est un peu travaillé toujours. Donc, on les a juste coupés en deux, fait revenir rapidement à l'huile d'olive, juste pour que quand on les mange, on se dit quand même que voilà, c'est juste pas mis à cru, voilà, que ça a un petit peu travaillé, voilà. Donc ça, on le disposera également dans le burger au dernier moment. Non, il y a les grandes tomates. Les grandes tomates, on a fait la purée. Les grosses tomates, on a fait la purée. Et les petites, on les avait juste poêlées pour donner ce côté un petit peu gourmand encore au burger. Bon, il sera consistant, vous aurez mangé. Ouais, ce soir, vous allez tout être calmé. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Celui-là, il va remplir aussi. Exactement. Donc là, maintenant, on arrive au niveau du dessert. Donc,
effectivement, il y avait pas mal d'ingrédients, c'est vrai. Mais une fois qu'on a mis les paragraphes, un petit peu en harmonie avec le texte, c'est un peu plus simple. Donc là, même moi, j'en ai besoin, donc je vais juste en prendre une fille, parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir non plus. Ouais. Donc alors, la première, on a préparé la crème. Idéalement, sur la recette, on le fait la veille, parce qu'il faut vraiment que ça refroidisse bien pour que la crème puisse monter, d'accord? Donc on a pris la crème liquide, j'ai mis dans une casserole avec la gousse de vanille, d'accord? Donc là, en l'occurrence, fondue en deux, bien pour récupérer les graines, on a mis la gousse également pour récupérer le maximum de saveur. On a mis également la reconnaissance, on a mis du sucre, on aurait pu mettre du sirop de glucose, mais c'est effectivement, on commence à le trouver un peu en grande surface ou dans les magasins un peu spécialisés. En fait, le sirop de glucose, ça aide à rendre la préparation plus brillante et le sirop de glucose est moins sucré que le sucre classique en fait. Du coup, on a ce côté sucré, mais sans qu'il y ait tous les calories, toutes ces choses là dedans un petit peu. Donc là, on fait chauffer tout ça. Pardon ? Ouais, à peu près, grosso modo, ouais, ça fait pas énorme. Donc ça, on le met dans une casserole, on le fait chauffer. Donc là, ce qui est important, la précision, c'est que vraiment, vous attendez juste que ça commence à monter. Il ne faut pas le faire bouillir trop, parce que sinon, après la crème, quand une fois la fait trop bouillir, elle a tendance à plus vouloir monter quand on la fouette après. Donc il faut vraiment rester à côté. Vraiment, quand on voit que ça commence à monter, on l'arrête, d'accord? On prépare notre chocolat blanc à part, d'accord? Donc on les miette ou on le casse en carreaux, on l'incorpore doucement. On le fait fondre, on le passe idéalement à la passoire pour récupérer la gousse de vanille, d'accord, ou à la pêche, ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire. À côté de ça, simplement, on a notre mixeur pied plongeant également. On lui donne un petit coup pour le rendre plus lisse. On le transvase dans un cul de poule. Normalement sur la recette, j'ai marqué fermé à niveau ou quelque chose, j'avais un terme technique, je ne sais plus lequel j'ai employé exactement. Filmé à... Voilà, au contact, ça veut dire au fait si vous le préparez la veille, parce que si vous ne le faites pas au contact, il y a une croûte qui va se former au fait. Donc vous êtes obligé d'enlever cette croûte parce que sinon ça ne va pas être terrible. Donc là en l'occurrence c'est le poser directement dessus, du coup il n'y a pas de croûte qui va se poser. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ça c'est bon. Une fois qu'on a ça, simplement on le met à refroidir. Idéalement c'est vraiment de le faire la veille, comme ça quand ça sera bien froid ça monte facilement, d'accord? On prépare notre rhum, notre quantité de rhum aussi pour mettre au dernier moment dedans pour lui apporter ce côté un petit peu Pepsi et rappel un petit peu Mojito, d'accord? Donc ça, on le monte simplement soit au mixeur, soit à la main si vous avez des avant-bras assez costauds. Vraiment une chantilly bien montée, on y incorpore le rhum et on met au frais. À côté de ça, on a fait notre petit coulis de citron vert. Donc là, on a pris du sucre, de l'œuf, les zestes de citron et le jus de citron, d'accord? On met le mélange simplement dans une casserole, d'accord? Idéalement, à un fond épais, pour que ça chauffe harmonieusement. Au fouet, on mélange. Sur la recette, j'ai marqué 85 degrés, il me semble, je crois. Donc 85 degrés, c'est un peu comme, je vais dire, la crème anglaise, un peu le même principe. L'œuf coagule, au fait. Il ne faut pas qu'on ait une omelette, au fait. C'est ça le principe. Donc une fois qu'on a ça, donc on a notre jus de citron, les zestes de citron et l'œuf. On mélange le beurre, on l'a à part, d'accord? D'où idéalement c'est d'avoir une sonde pour avoir la température, mais il faut rester vraiment à côté, là on l'a fait sans sonde, on attend vraiment que ça épaississe. Tu l'as vu d'un seul coup, ça commence à épaissir, on se met hors du feu, on le bat assez fort, vous incorporez le beurre dedans, d'accord, pour qu'il fonde, vous le transvasez tout de suite dans quelque chose de froid pour stopper, on va dire, le chauffage, et là l'aide du mixeur plongeur également, où vous le refroidissez, c'est-à-dire qu'il soit bien tiède pour qu'il n'y ait plus de risque de cuisson que côté omelette un peu qui se forme, et vous le mettez au frigo. Du coup vous avez vraiment un nappage citron vert assez sympathique, et pour la Simone l'a goûté, peu sucré, c'est assez sympa. Ensuite on a notre purée et pulpe d'ananas, ça on peut me le chercher dans le frigo pour que je vous le montre. Donc là en l'occurrence on a utilisé que de l'ananas frais, donc on l'a épluché, on a enlevé les yeux, c'est les petits points qu'on voit. On l'a coupé en 4, on a enlevé le nœud, enfin le cœur, pardon. Parce que c'est dur et c'est pas terrible, on va dire. Donc on a récupéré, au fait quand je marque purée d'ananas, 100 grammes, c'est simplement de la pulpe d'ananas que j'ai mis en purée, d'accord? Donc pour vous dire, voilà c'est ça, tout à fait. Donc ça tu peux me le donner si tu veux, je vais le montrer tout à l'heure. Donc on a pris notre pulpe d'ananas, donc les 100 grammes, d'accord? Avec 6 feuilles de menthe et 6 feuilles de basilic. On les a mis à mixer pour avoir une purée.
À côté de ça, on a pris 300 g d'ananas. Bon, en l'occurrence, on avait un petit peu moins, mais ça suffirait amplement. On a fait une petite brunoise et on a fait x4 la recette, grosso modo. Donc, c'est pour ça qu'on a un beau volume. On a mélangé l'ensemble. Du coup, vous avez vraiment quelque chose qui vous rappelle un peu le mojito. Donc, on a le côté menthe, basilic dedans et côté ananas, un peu des îles qui est assez sympathique. Et ça, vous remettez également au frigo. Filmer quelques jours au frigo, ça pose pas de problème non plus. Voilà. Ensuite, il reste le plus difficile, c'est notre petit génoise pistache. Donc là, il y avait pas mal d'ingrédients. En l'occurrence, la difficulté à trouver, à mon sens, c'est la pâte à pistache. Comme je l'ai dit avant, chaque pâtissier aujourd'hui, ou boulanger, entre guillemets, qui fait de la pâtisserie, utilise de la pâte à pistache. Donc, normalement, s'il est bon sens, il vous la vend. Hein. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas la trouver, on va dire. Là, en l'occurrence, moi, je l'avais acheté au Super U, pour ne pas le citer, ce truc ça, donc j'ai fait de la pub sur donc voilà. De quoi? La pistache émondée. Oui, tout à fait. On peut aussi trouver également, mais pour broyer là vraiment la pistache en pâte, il faut avoir vraiment un bon robot qui racle bien le fond parce que sinon c'est compliqué d'avoir vraiment quelque chose de. Idéalement, c'est vraiment faut le presser au fait, et ça c'est compliqué. C'est vraiment une pâte voilà, très compacte, vous pouvez goûter, elle est au frigo. Voilà. Donc là, il nous faut du sucre glace, de la poudre de pistache. Là, en l'occurrence, on a pris de la pistache émondée, d'accord, ou pistache décortiquée non salée. On l'a mis au mixeur pour avoir une poudre. La fécule de pomme de terre, la poudre d'amande. Idéalement, normalement, si ce sucre glace, toutes ces choses-là, vous les avez achetées récemment, il n'y a pas de risque de grumeaux, ce genre de choses. En l'occurrence, là, on a utilisé du sucre glace qui avait stagné un petit peu, du coup, on a ce côté dur. Donc, c'est pour ça que je marque qu'il vaut mieux tamiser avant pour avoir vraiment quelque chose de bien lisse. Donc, on mélange le sucre glace, la poudre de pistache, la fécule, ensemble. On y incorpore la poudre d'amande. Sur la recette, vous avez vu, il y a 80 g de blanc d'œuf, d'accord? Et sur la façon de faire, on utilise 40 g de blanc directement dans la pâte et on monte 40 g de blanc en neige, d'accord? En fait, les 80 g sont divisés par deux comment être clair sur voilà, c'est que, on utilise les 80 g, mais il y a 40 g qui sont utilisés à cru et 40 g qui sont utilisés montés. Voilà. Donc, on mélange donc toutes les pâtes ensemble, on y met le blanc, on y met la poudre d'amande. Et quand une fois tout ça est mélangé, simplement on fait monter nos blancs en neige, d'accord? Donc là, je rappelle comment faire. Idéalement, c'est en 3 temps, le sucre, on l'incorpore en 3 temps. Un petit peu au début, un petit peu au milieu et l'excédent donc en 3 tiers, l'excédent à la fin pour bien serrer les blancs. Donc là, on regarde bien que le blanc fasse un beau bec et qu'elle soit bien ferme. Et là, à partir de là, on incorpore simplement le blanc, les jaunes, d'accord? Et la maryse. En fait, on macaronne vraiment pour éviter que la masse elle tombe trop brutalement. Quand une fois vous avez cette belle masse, simplement vous prenez, sur la recette, j'ai marqué des petits emporte-pièces ou des entremets, ce que vous voulez. Ça dépend un petit peu comment vous voulez faire. Moi, j'ai utilisé un grand plat. J'ai mis du papier sulfurisé sur tout le plat et je l'ai mis dedans et mis à cuire à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure. Donc là, on pique simplement dedans pour voir s'il est cuit. Ça ressemble à une génoise au fait à base de pistache. Donc ça, on va l'imbiber au rhum au dernier moment. Alors, en porte-pièce, on va sortir les belles formes suivant le verre qu'on va utiliser pour le dessert, d'accord? Et vous avez ça. Après, l'excédent, on va le couper en petits cubes pour mettre sur le dessus pour apporter un croquant. D'accord? Zou. Ensuite, il reste encore le dernier, c'est les pistaches caramélisées. Donc là, en l'occurrence, c'est un temps pour temps. Eau, sucre, pistache. Donc là, en l'occurrence, une fois la recette, c'est 50 g, 50 g, 50 g. On y met l'eau, le sucre dans une poêle anti-adhésive. Une petite ébullition, vous mettez la pistache. Vous mettez un petit peu de fleur de sel ou de sel fin, mais vraiment un tout petit peu pour vous donner un petit peu de peps. Et au fait, à la cuillère, simplement, cuillère en bois, on remue tout le temps. Et à un moment donné, il y aura absorption complète quasiment du liquide et il y a comme un caramel qui se forme mou au fait. Donc une fois qu'on a vraiment la couleur qu'on souhaite, sur la recette, je vous ai marqué ça, mais on le termine au four au fait. Le four, vous pouvez l'oublier parce qu'une fois qu'il y a absorption et une belle coloration à la poêle, on n'a plus besoin de le rajouter au four. Donc simplement, quand on est arrivé au stade de la réduction et de la belle couleur, on y incorpore le beurre. Le beurre, ça va permettre de le rendre mou, d'accord? Et après coup, il ne sera plus aussi dur que du caramel à blanc simplement. On le met sur du cile-pâte ou un papier sulfurisé, on laisse refroidir et simplement je l'ai mis à broyer au blender simplement pour avoir une poudre de pistache cristalline qui doit être normalement pas loin d'ici. Voilà, pour celles qui veulent goûter, c'est super caramé, enfin, c'est un petit peu fondant, croquant en même temps, c'est assez sympathique et c'est vraiment très facile à faire et ça fonctionne bien. Donc ça sera simplement pour saupoudrer, pour apporter le côté Pepsi.
Donc je rappelle, dans le montage, on aura donc notre chantilly, on aura notre génoise, on aura notre mélange voilà. Et voilà, donc on va encore imbiber en rhum pour rappeler ce côté-là. Donc on aura la génoise au fond, suivant la taille du dessert. On y mettra ce côté crémeux, d'accord? Le côté un petit peu croquant avec la compotée. Et simplement les petits morceaux de cube encore au dernier moment, plus le côté sucré, un petit peu pistache sur le dessus. Et vous verrez, on dirait les citrons verts qu'on a mis également et la menthe pour donner un rappel un petit peu mojito. Vous verrez, comme ça, on me dit, tiens, il y a plus de pistache, on va sentir vraiment, ça n'a pas forcément un sens avec le mojito. Mais je vous promets que quand vous allez goûter, vous allez dire, tiens, il y a ça. Non, on retrouve. Voilà. Enfin, il y a vraiment ce côté un petit peu, il y a les codes du mojito, on va dire, c'est assez intéressant.